Alors, est-ce la fin du remboursement des soins ostéopathiques par les mutuelles et les complémentaires santé? C'est une question qui revient encore une fois sur le devant de la scène ces derniers temps et auquel on aimerait apporter une réponse. Vous êtes sur une vidéo de l'association Ostéo pour tous, association caritative reconnue d'intérêt général, qui promeut l'accès aux soins pour tous et notamment en ostéopathie sur le territoire français. Je suis Pierre-Adrien Liot, je suis le porte-parole de cette association et je suis membre du comité d'action de la Fédération nationale des ostéopathes solidaires, la FEDOSOLI. C'est une question qui remonte à peu près un an, puisque en fait, en septembre dernier, à la suite d'un rapport sénatorial, la question avait été mise sur la table d'optionnaliser la prise en charge des soins ostéopathiques par les complémentaires santé et les mutuelles. À la suite de ce rapport, lors de l'étude du projet de loi du financement de la sécurité sociale par l'Assemblée nationale et par le Sénat, notamment, il y avait une levée de bouclier massif de la profession des ostéopathes, notamment menée par la Fédération des ostéopathes solidaires, la FEDOSOLI, dans un mouvement qui s'appelait Touche pas à mon ostéo, qui a fait émaner une pétition avec un peu plus de 25 000 signataires, plus de 8 000 ostéopathes signataires, une coalition de l'ensemble des associations caritatives ostéopathiques et globalement de l'ensemble des organisations professionnelles des ostéopathes autour de cette question-là, pour défendre l'accès aux soins avec une campagne d'affichage dans les cabinets, qui avait justement permis que ce sujet-là soit écarté lors du dernier examen du budget de la sécurité sociale. Là, comme à chaque année, la question du budget revient sur le tarmac en fait, des discussions parlementaires au sein de l'Assemblée nationale et du Parlement. Et selon la procédure, tout un tas de corps intermédiaires et de hauts conseils sont consultés et émettent des rapports pour orienter la décision politique. Et dernièrement, un rapport des hauts conseils, notamment qu'on va préciser un peu plus loin, réattaque en fait cette question de la prise en charge des soins ostéopathiques par les mutuelles et les complémentaires santé. Et donc pour le coup, ça nous fait un petit peu réveiller ce vieux souvenir, alors que nous sommes en pleine période de préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui aura lieu courant septembre, octobre et novembre 2025 pour le financement de l'année prochaine de 2026. Dans cette vidéo, du coup, on va essayer d'être factuel et succinct pour que vous fassiez une idée un petit peu de ce qui se passe, qui se déroule et quelles sont les forces en présence sur la question du budget qui permettrait de faire basculer la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Et j'espère que ça pourra vous apporter un éclaircissement. Si jamais vous avez d'autres questions supplémentaires, vous pouvez les poser en commentaire et nous, on se chargera d'essayer de vous donner une réponse la plus précise possible. Et écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc nous allons commencer sans plus attendre à parler un petit peu de ce rapport qui a été remis en juin dernier, donc c'est très récent, qui émane d'une réflexion commune des trois hauts conseils sur le sujet du PLFSS en fait, de 2026. Donc les trois structures en présence, c'est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, ainsi que le Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui sont du coup des organes qui émettent des avis et des recommandations. Et le titre du rapport que vous pourrez retrouver sur Internet, c'est pour un redressement durable de la sécurité sociale, qui était du coup un petit peu la feuille de route d'analyse de ces trois grandes structures sur cette question-là. Ce rapport, il a été remis du coup au Premier ministre, comme on va le voir, et il est assez dense puisqu'il concerne absolument l'ensemble de la sécurité sociale, puisque vous savez, il y a un petit souci d'équilibre des comptes en ce moment, et donc là, pour le coup, c'est un rapport dont l'objectif est de préparer la politique pour redresser un peu les comptes de la Sécu. Comme vous pouvez le voir, au niveau du sommaire, c'est un rapport qui est très dense, avec énormément de volets, énormément de technicité. C'est vraiment quelque chose d'assez technique et qui va balayer tout un ensemble de sujets. Et donc du coup, pas exclusivement d'ostéopathie. Au contraire, on est même plutôt à la marge de ce rapport, mais on y figure. Donc comme vous le voyez, on a déjà un sommaire assez pléthorique, et on a un rapport qui fait plus de 500 pages. Je voulais attirer l'attention à la fin de ce rapport sur les annexes, notamment les annexes 2, qui sont les contributions de partenaires sociaux autour du rapport sur la sécurité sociale. Et comme vous pouvez le voir, il y a un ensemble d'organisations qui ont été amenées en fait, à émettre un avis et à participer aux travaux, et notamment à fournir et à étayer des éléments sur leur propre analyse du financement de la sécurité sociale, ce qui vient aussi enrichir un petit peu le débat. On est sur quelque chose d'assez massif, assez gros, donc c'est quelque chose qui a quand même pas mal de poids. Pour être un peu plus précis, du coup,
Le rapport répond à une saisine conjointe adressée par le Premier ministre le 7 mars 2025 aux 3 hauts conseils, ceux que je viens de vous citer. L'objectif de cette saisine était triple, c'était d'établir un diagnostic partagé des causes des déséquilibres financiers de la sécurité sociale, d'une part, mais d'identifier les leviers possibles de redressement à court et à moyen terme, d'autre part. Et surtout, de proposer des scénarios pour redresser les financements de la sécurité sociale en mobilisant les leviers que je viens de vous parler. Les hauts conseils, on précisera un petit peu chacun de ces hauts conseils, comment ils fonctionnent un peu plus loin, mais ces hauts conseils sont des instances indépendantes qui sont composées de représentants des parties prenantes sur la thématique. Pouvoir public d'un côté et partenaires sociaux et les membres du réseau du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Lui, ce Haut Commissariat, il est rattaché au gouvernement qui a la possibilité de le saisir, et c'est ce qui a été fait. Il y a eu une saisine, notamment par le Premier ministre, pour travailler sur cette thématique. La présente saisine, comme le dit le rapport, a un caractère très particulier, et c'est là où il faut vraiment s'attarder, c'est que tout d'abord, elle a été adressée aux 3 conseils dans les mêmes termes, et en leur demandant de se coordonner pour faire un rapport commun. Parce que d'habitude, chaque conseil fait son propre rapport. Et en second temps, elle s'inscrit dans un contexte que je cite, caractérisé par des enjeux spécifiques et un calendrier associé à l'élaboration du PLFSS. C'est-à-dire que là, c'est vraiment juste pour le PLFSS 2026, afin d'éclairer utilement les discussions. Donc ça, c'est les discussions qui auront lieu au Parlement pour le vote de ce projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. La saisine couvre un secteur des dépenses et des recettes, des régimes obligatoires inscrits dans le champ du PLFSS, d'une part, évidemment, mais plus particulièrement, plus vaste, parce que les 3 hauts conseils couvrent d'autres choses qui n'ont pas été abordées dans ce rapport, c'est un peu plus précisé. Le sujet de la politique des retraites n'a pas été placé dans cette saisine, et ça, le rapport le note. Et enfin, la politique de protection sociale et des comptes sociaux ne se résume pas au seul périmètre de la Sécu, notamment de l'assurance maladie, un peu plus loin. Ils sont également la compétence du ressort de l'État par des interventions et des dépenses fiscales, notamment des collectivités territoriales, des régimes paritaires et de l'assurance chômage, l'assurance retraite et, c'est là où j'y viens, des complémentaires santé, évidemment, et c'est là où on va parler un petit peu plus d'ostéopathie dans cette section. Moi, ce qui me semblait important aussi dans cette introduction à relever, c'est que les 3 conseils ont travaillé dans un délai de 3 mois, donc c'était relativement serré pour un exercice qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc du coup, ils ont rendu un gros travail sur un temps très réduit. Et pour ce qui est de la dernière partie de cette introduction, le 3 juin 2025, les présidents et présidentes des hauts conseils ont été invités à présenter le rapport aux ministres et aux membres de la commission des comptes de la sécurité sociale lors de séquences en atelier, puis en session plénière. Les dernières séances de certains hauts conseils intervenant le 10 juin, le présent rapport a été finalisé à la mi-juin 2025, soit dans un délai utile pour la réflexion et la décision publique s'agissant du PLFSS 2026. Les présidents et présidentes des hauts conseils forment le vœu que ce rapport global nourrisse la réflexion du gouvernement, celle du Parlement ainsi que le débat public. L'enjeu est celui de la soutenabilité de notre système de sécurité sociale, dont sera fêté l'automne 2025, le 80e anniversaire, puisque c'est en 1945 que la sécurité sociale est née, et qui participe, depuis sa création, à renforcer la cohésion nationale et sociale. Donc là, ce qui est assez important, c'est que ce rapport a déjà fait l'objet d'une présentation à la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette Commission des comptes de la sécurité sociale, elle a un rôle important, puisque en fait, c'est elle qui va rédiger le projet de loi, le PLFSS. Et ensuite, ce projet de loi, il sera présenté au Parlement pour débat, mais le document de base des réflexions des députés et des sénateurs, c'est la Commission des comptes de la sécurité sociale. Donc on est en plein dedans. C'est-à-dire que ce qui est noté dedans a été visualisé par les membres de cette commission, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez important. Donc, qu'est-ce que raconte ce rapport en ce qui concerne l'assurance maladie complémentaire, donc les mutuelles et les complémentaires santé? Donc, c'est à la page 225, dont on en parle, de cette stratégie qui est proposée par le rapport. Donc, en fait, c'est assez simple. Je vais vous lire juste le passage. Envisager le périmètre de prise en charge comme un levier de maîtrise des dépenses conduit souvent à n'envisager ce sujet que sous l'angle du périmètre de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Cette approche repose notamment sur le constat de la part croissante de l'assurance maladie obligatoire dans les dépenses en santé, au sens de la consommation de soins des biens médicaux liés à la part croissante des affections longue durée, donc des ALD. Donc en fait,
Grosso modo, quand les dépenses en santé augmentent pour les Français, c'est l'assurance maladie qui assume cette augmentation en suivant sur les dépenses. Et il considère que c'est ça qui déséquilibre le budget de l'assurance maladie obligatoire. Donc, ce qu'il propose, ce serait de faire des mesures de transfert de l'assurance maladie obligatoire vers l'assurance maladie complémentaire, à travers des hausses du ticket modérateur. Le ticket modérateur, c'est le reste à charge pour les patients, grosso modo. Ou vers les patients à travers des hausses de participation forfaitaire ou des franchises. Donc ça, c'est un petit peu comme votre voiture, quand vous devez payer l'assurance, vous avez une franchise, soit en nombre de jours pour les indemnités journalières quand vous êtes malade, mais souvent la franchise, c'est un montant à payer forfaitaire, qui pourrait être envisagé pour contrebalancer cette évolution spontanée. L'idée, c'est de forcer à ce qu'il y ait moins de recours. On pourrait concevoir soit des mesures annuelles visant à stabiliser chaque année le taux de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, soit une mesure massive présentée comme le fait de revenir au niveau de prise en charge d'un acte de date de référence. Donc ça, c'est la stratégie, c'est de transférer du coup de la dépense vers le patient et du coup l'assurance maladie complémentaire. L'idée, c'est de se dire, voilà, l'assurance maladie obligatoire, elle va suivre jusqu'à un certain montant. On diminue la couverture de l'assurance maladie obligatoire, ça crée un reste à charge, et ce reste à charge, il est payé par les mutuelles ou par le patient. Et en fait, ça aboutit forcément à une augmentation du prix des mutuelles, en fait. Puisqu'en fait, les mutuelles, pour combler ces dépenses, elles vont forcément augmenter leur prix, vu qu'elles ont la main dessus. Sauf que du coup, ce que propose ce rapport, c'est justement de faire économiser de l'argent aux mutuelles en leur disant, vous allez couvrir moins de prestations pour vous concentrer sur les prestations que nous allons vous augmenter en termes de financement, et notamment les prestations qui sont ciblées dans ce rapport, ce sont notamment les nôtres en ostéopathie un petit peu plus loin. On va aller directement à la page qui nous concerne, c'est la page 232, du coup, qui dit tout simplement, sortir du périmètre de l'assurance maladie complémentaire des prises en charge ne bénéficiant pas d'un niveau de preuve sous-entendu suffisant. Là, ce qui est important, c'est de reparler de ce que je viens de vous dire, c'est que l'uniformisation des conditions de prise en charge par l'assurance maladie complémentaire du ticket modérateur des soins remboursables fait des interventions non prises en charge par l'assurance maladie un terrain sur lequel les complémentaires santé peuvent proposer une offre différenciante. C'est-à-dire que, comme du coup elles ont des marges de manœuvre, les mutuelles, elles peuvent proposer de couvrir des soins qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Et cela se traduit notamment par leur positionnement sur deux ensembles de garanties situés en dehors des prestations santé de la sécurité sociale, c'est-à-dire les prestations connexes à la santé, frais d'hébergement à l'hôpital et cures, et les prestations à la périphérie de la santé. Et c'est là où on rentre dedans. Et plus précisément, ce que dit le rapport sur ces prestations, c'est que l'État contribuait lui-même à cette confusion en laissant se développer des pratiques sans davantage les réglementer, et notamment sans encadrer davantage la publicité et la communication qui leur est afférente et qui les présente comme relevant de la santé. Le rapport relève de cette confusion le fait que la loi qui prévoit que les ARS établissent des listes d'ostéopathes, donc ça c'est l'article 75, vous savez, de la loi de 4 mars 2002, alors que la revue de littérature scientifique établie par l'INSERM en 2012, donc c'est quand même une assez vieille revue de littérature, concluant une absence de démonstration et effet, voire à des effets indésirables, rares mais graves, alors même que les allégations d'indication peuvent porter sur les champs variés et pouvant nécessiter une réelle intervention médicale. Donc là, pour le coup, c'est une charge contre l'État, où le rapport dit texto, le rôle de l'État est encore plus source de confusion lorsqu'il intègre de telles prestations dans le contenu des paniers de soins souscrits par ses agents dans certains ministères dans le cadre de la généralisation de la couverture complémentaire santé des fonctionnaires. Et oui, il y a eu un débat, c'est-à-dire que les fonctionnaires, ils ont une complémentaire santé comme les mutuelles d'entreprise dans le privé, ils ont la même chose, et dans ces complémentaires santé, il y a une couverture en soins ostéo, et c'est dénoncé par ce rapport en disant, l'État permet que ces fonctionnaires soient couverts en ostéopathie, et ça jetterait un trouble sur le fait du positionnement de l'État vis-à-vis de nos professions. Une telle pratique constitue un gaspillage total des ressources de l'État employeur, contribue à la confusion entre science et croyance et impose aux agents concernés de cotiser à une couverture intégrant des garanties ne leur apportant aucun bénéfice.
Donc là, c'est quand même une charge assez sévère, puisque vous le savez, hein, les mutuelles d'entreprise, donc les complémentaires qui sont faites dans le cadre de votre contrat de travail, il y a une prise en charge par le salarié d'une partie, donc par le fonctionnaire, mais une prise en charge par l'employeur, donc l'État en ce qui concerne les fonctionnaires. Donc oui, l'État, en fait, dépense déjà de l'argent pour financer de l'ostéopathie pour ses fonctionnaires, donc ça c'est dénoncé par ce rapport, mais en plus, dans le privé, c'est la même chose. Donc du coup, c'est d'autant plus dénoncé par le rapport qui dit, bah voilà, on est en train de financer quelque chose sur lequel on ne croit pas tout à fait et pour lequel on demande, d'après le rapport, il y a une demande à ce que ce soit retiré en fait du panier de soins proposé par les complémentaires santé. Et donc c'est donc là le nœud du souci qui est une attaque frontale sur l'accès aux soins en ostéopathie dans notre pays, puisqu'en fait là l'idée, ce qui a été présenté à la commission des comptes de la sécurité sociale dans le cadre de la préparation du PLFSS de 2025, c'est tout simplement de retirer les prestations ostéo de tous les contrats de mutuelle. Voilà. Et alors vous me direz, mais du coup, ces trois hauts conseils, c'est qui? Eh bien écoutez, on va se poser la question de qui sont les représentants de ces trois hauts conseils. On va commencer par le haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc du coup, on peut retrouver ça sur l'espace sécuritéSociale.fr, comme je vous dis. Donc voilà, le haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, ses missions. Là, c'est très simple, c'est une instance de réflexion, une proposition qui contribue depuis 2003 à une meilleure connaissance des enjeux, du fonctionnement et des évolutions envisageables des politiques de l'assurance maladie. Donc l'article 72 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale a confirmé les missions: évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions, décrire la situation financière et les perspectives du régime d'assurance maladie et apprécier les conditions requises pour la pérennité à long terme de cette assurance maladie. Veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès aux soins et de haute qualité du financement le plus juste et le plus équitable à tous, et formuler, le cas échéant, des recommandations ou des propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion sociale, de pérennité financière du régime d'assurance maladie. Donc voilà, c'est des missions assez larges, très techniques, principalement budgétaires, même si on a la thématique d'accès aux soins et de cohésion sociale, il y a quand même une composante très budgétaire autour de ce Haut Conseil. La composition de ce Haut Conseil, c'est assez simple, souvent c'est paritaire. Donc les partenaires sociaux représentant les employeurs et les salariés, donc ça c'est les syndicats patronaux, les syndicats salariés, des parlementaires évidemment, puisque ce sont eux qui vont voter le budget de la Sécu, des représentants des collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales, donc ça c'est les régions, départements, agglomérations, mairies, participent à des dépenses dans l'aspect social et sanitaire, notamment pour ce qui est de la formation, mais aussi pour ce qui est des hôpitaux, des affaires sociales en règle générale, les CCAS, tout ça. L'État, naturellement, au travers du ministère de la Santé, les caisses nationales d'assurance maladie, donc ça c'est du coup la caisse qui finance les soins directement, la fameuse CPAM dans les départements et la CNAM pour le national, et du coup les organismes d'assurance complémentaire santé, puisque du coup effectivement, comme on l'a vu, les complémentaires santé participent à ça. Et enfin, des représentants des professionnels et des établissements dans les entreprises de santé, donc les professions de santé, les directeurs d'hôpitaux, etc. et des ARS, ainsi que des instituts de recherche et de documentation. Donc c'est quand même un haut conseil qui réunit autour de la table une quantité de personnes assez impressionnante qui représentent toute la société civile autour de la santé et qui a un intérêt sur la question du financement de la santé par l'assurance maladie. Donc c'est vraiment un haut conseil qui va flécher toutes ces personnes-là sur la réflexion, donc pour faire des rapports. Ça, c'était pour le premier Haut Conseil. Pour ce qui est du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Donc ça, du coup, c'est un conseil qui est un petit peu différent parce que c'est à peu près le même fonctionnement, mais sur une autre thématique. La famille, bien évidemment, on pense à la CAF. Pareil pour l'enfance, notamment avec les PMI. Et l'âge, c'est notamment tout ce qui touche à la retraite, notamment. Donc on a un fonctionnement qui est subdivisé en plusieurs catégories. On va aller un petit peu plus dans le détail. Donc ça a été mis en place en 2016. Les missions
C'est très simple, chargé de rendre des avis et de formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ainsi que des personnes à la retraite, ainsi que la prévention et l'accompagnement de la perte de l'autonomie, c'est quand même un sujet massif de société. Il formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et de la bientraitance des personnes vulnérables à tout âge de la vie, ainsi que de bonne prise en compte des questions éthiques. Je pense notamment sur la fin de vie. Je suppose que ça englobe aussi cette thématique-là. Donc, pour ce qui est des membres, on est à peu près sur la même composition que pour ce qui est de l'autre Haut Conseil. Mais comme on parle de sécurité sociale, bien évidemment, on parle aussi plus largement de l'assurance maladie, mais aussi de toutes les autres branches de la sécurité sociale. C'est pour ça que du coup, ce Haut Conseil y figure, et notamment parce que pour ce qui s'agit de l'enfance ou de la personne âgée, il y a quand même des thématiques de santé, puisqu'on l'a vu notamment dans le cas des affections longue durée, des ALD. En fait, ça touche à plusieurs thématiques. Quand on est en ALD, souvent, les personnes âgées ont plus d'ALD. Donc du coup, on est sur deux thématiques de sécurité sociale. Et enfin, le dernier Haut Conseil, le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Donc là, on passe de sécurité sociale à protection sociale. C'est un champ un peu plus large, parce que ça comprend notamment le chômage. Donc le Haut Conseil du financement de la protection sociale, donc c'est pareil, ça a été institué assez récemment en 2012. C'est placé auprès du Premier ministre et il fait partie du réseau France Stratégie, qui est un réseau d'organisations qui vont conseiller les instances du gouvernement. Au regard de l'évolution économique, sociale et démographique, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer pour la protection sociale en cohérence avec les prestations qu'elle couvre. Un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques. Bon, on est sur un Haut Conseil qui va parler principalement de financement, principalement d'équilibre budgétaire, même si on voit qu'il y a l'équilibre avec la solidarité, c'est quand même un terme solidarité entouré de plein de termes économiques. Donc on est sur un Haut Conseil plutôt budgétaire. Donc dans ces missions, elles sont assez simples: dresser en l'état des lieux le système de financement de la protection sociale et analyser ses caractéristiques et ses changements, évaluer les évolutions possibles du système de financement, examiner l'efficacité, formuler le cas échéant des propositions. Bref, un Haut Conseil. Et alors, qui siège dans ce Haut Conseil ? Bon, sont nommés dans le Haut Conseil du financement de la protection sociale donc les organisations syndicales et les organisations professionnelles. Donc là, vous voyez les syndicats salariés, les syndicats patronaux. Vous avez des représentants du Parlement, des représentants de l'État, et notamment le directeur de la Sécurité sociale, l'adresse, l'INSEE, la DGE, le Trésor public. Vous avez les présidents des instances de concertation, donc le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, celui qu'on avait avant. On a le président du Conseil d'orientation des retraites, le COR, et le Haut Conseil à la famille, qui est encore un autre Haut Conseil, bien évidemment, et France Stratégie, et bien évidemment les présidents des caisses nationales des différentes composantes de la protection sociale. Donc pour l'URSSAF, vous avez la COS, pour l'assurance maladie, vous avez la CNAM, pour les affaires familiales, vous avez la CNAF, pour la solidarité et l'autonomie, la CNASA, l'AXA, pour les mutualités agricoles, la CCMSA, Agir Carco, toutes ces structures-là, et les assurances complémentaires à l'assurance maladie, donc Mutualité française, Association nationale des familles, toutes ces structures-là, les collectivités territoriales et les directeurs des agences d'organismes de sécurité sociale, qui vont avec les présidents, bien évidemment, et d'autres personnes qui font partie de la protection sociale. Donc c'est encore une fois un Haut Conseil où il y a beaucoup de monde autour de la table qui vont se concerter pour édifier des rapports, et l'idée c'est d'avoir un consensus, encore une fois, des parties prenantes, des corps intermédiaires, autour de la thématique de la protection sociale, qui historiquement, si on se place dans les 80 ans de la Sécu, en 1945, la protection sociale était un budget et une gestion dissociés de celui de l'État. Et donc du coup, c'est un peu cet esprit-là que ces hauts conseils essayent de préserver, puisqu'en fait ce sont des instances autonomes, enfin indépendantes, qui font des rapports en tant que corps intermédiaire et qui proposent à l'État ensuite l'orientation. Et on voit bien que c'est sur l'orientation budgétaire que les choses s'arrêtent. Donc ces questions sont majoritairement des questions aujourd'hui qui sont budgétaires avec un impact politique. Et alors, le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on en parle depuis tout à l'heure, mais du coup, on en est où ?
Alors, on va aller sur le site de la Sécurité sociale qui va nous présenter la loi de financement de la Sécurité sociale. Donc, c'est une loi qui vise à maîtriser les dépenses, qui établit les objectifs. Alors, le PLFSS plus particulièrement, c'est quelque chose qui est élaboré par la Direction générale de la Sécurité sociale, les ministres tutelles et la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Vous savez, c'est la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure, auquel les rapports des différents hauts conseils ont déjà présenté auprès des membres de cette commission. Le processus d'élaboration du PLFSS, qui aboutit à un dépôt de projet de loi au sein du Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale, s'étend sur une période de mi-avril à mi-octobre. Le projet de loi et ses annexes doivent être, après adoption du Conseil des ministres, donc ça c'est les ministres du gouvernement, déposés à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre. C'est un délai constitutionnel. Donc de toute façon, le PLFSS il sera proposé avant le 15 octobre, du coup devant l'Assemblée nationale. Et vous savez, on avait parlé de l'année dernière où il y avait eu un rapport sénatorial de septembre et un mouvement des ostéopathes qui a été déclenché en octobre. Pourquoi? Parce que c'était l'examen par l'Assemblée nationale du PLFSS présenté par le gouvernement. Donc, avant sa promulgation, la loi de financement est soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel, d'une part, ce qui a toujours été le cas, et du coup, si jamais il y a des modifications qui font par rapport à la Constitution, le Conseil constitutionnel émet des rectificatifs. Donc, après la promulgation, c'est appliqué dans l'année qui suit. Un PLFSS est toujours donné d'une année N pour une année N plus 1. Donc, au niveau de ce calendrier, là, aujourd'hui, on est tout autour de la thématique de la construction de ce projet de loi, qui n'est pas encore déposé. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de débats. C'est le gouvernement qui, du coup, doit valider le PLFSS avant de le présenter à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que le Premier ministre, et c'est pour ça que c'est le Premier ministre qui a été destinataire du rapport des hauts conseils, doit faire ce qu'on appelle des arbitrages. Les arbitrages en politique, ça veut dire qu'il doit prendre et retirer des choses qu'on lui présente afin d'avoir un texte qui puisse trouver une majorité de députés et de sénateurs qui soient favorables à son adoption. Donc pour ça, il doit interroger un peu tout le monde et voir un petit peu les poids politiques des différents partis à l'Assemblée nationale et de la société civile aussi. Ensuite, le PLFSS, quand il est présenté à l'Assemblée nationale, s'il n'a pas de majorité, il ne passe pas. Or, il faut obligatoirement qu'on ait un budget qui soit voté pour que le fonctionnement des choses se fasse d'une année sur l'autre, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale. Donc il y a deux options, et c'est ce qui s'était passé l'année dernière, souvenez-vous, c'était le gouvernement Barnier. Si le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il peut déposer un 49.3, c'est-à-dire faire adopter le texte en première lecture, et ensuite après se soumettre à une potentielle motion de censure des députés. Si la motion de censure est à plus de 50% des députés de l'Assemblée nationale, le gouvernement tombe, ainsi que la loi qu'il a voulu faire passer en force. Et c'est ce qui s'était passé, le gouvernement Barnier était tombé, et ça avait abouti à la dissolution... ça avait abouti à la nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre, puisque du coup on ne pouvait pas dissoudre. Là par contre, on peut dissoudre. Le délai est revenu pour la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc qu'est-ce qui peut se passer au sein de ce PLFSS? Des choses assez simples. Soit le gouvernement de Bayrou trouve une majorité à l'Assemblée nationale et il passe, soit il n'en trouve pas, il fait un 49.3, pose la question de la motion de censure. Cette motion de censure, si elle dissout le gouvernement, elle provoque la nomination d'un nouveau gouvernement qui doit proposer un nouveau PLFSS à l'Assemblée nationale, mais aussi on peut s'attendre à ce qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale dans la foulée, ce qui est souvent d'usage. Le gouvernement est censuré, l'Assemblée nationale est dissoute. Et donc du coup, il y a plusieurs scénarios et d'incertitudes qui se présentent autour du PLFSS, mais autour du budget en règle générale de l'État en fait et de la sécurité sociale qui vont être de cette période de fin d'année. Donc ce sont des débats qui deviennent éminemment politiques à partir du moment où on sort de cette zone technico-administrative qui est la constitution du projet de loi. Et donc peut-être qu'il va falloir réactiver le mouvement Touche pas à mon ostéo de l'année dernière, qui avait du coup regroupé un ensemble d'organisations et de professionnels autour de la table pour défendre l'accès aux soins des patients, aux ostéopathes évidemment. Donc c'est pour ça que nous tenions absolument à faire cette vidéo pour vous recontextualiser le sujet pour cette actualité brûlante
de l'été 2025 pour l'année 2026, puisque le PLFSS veut bien sûr concerner le financement de 2026. Donc jusque décembre, on restera sur le modèle actuel, mais après, que se passera-t-il à partir du 1er janvier 2026 ? Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, et comme je vous l'ai dit, si vous avez le moindre question, en commentaire, et on fera ce qu'on pourra pour vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et passez un bel été surtout. Mobilisez-vous, renseignez-vous et surtout défendez l'accès aux soins des patients aux ostéopathes.